Tout commence avec la ville plongée dans le chaos, et des cris désespérés résonnent partout. En voyant ça, notre protagoniste réalise que la situation est grave et qu'il doit se dépêcher. Dans les rues, des créatures étranges avec d'énormes bouches émergent et commencent à attaquer les gens. Pendant ce temps, dans un chat de jeu en ligne, tout le monde panique à propos d'une apocalypse zombie. Mais un joueur se plaint que les parents de son coéquipier n'arrêtent pas de débarquer dans leur chambre et de faire du bruit. L'infâme utilise ensuite le chat vocal pour demander à un allié mal en point si sa copine est dans les parages. Son coéquipier est abasourdi, il lui demande s'il est une sorte de prophète parce que la fille était littéralement en train de l'attaquer. La jeune femme sur ses genoux lui demande pourquoi il s'est arrêté en plein match. Se tournant vers lui, la fille révèle une bouche horrible et se jette sur lui sans prévenir. Malgré les appels à l'aide de ses alliés, l'infâme lui dit simplement de se concentrer sur la prise de la tour. Le protagoniste célèbre la victoire, en remarquant combien c'était plus facile sans poids mort dans l'équipe. Soudain, on frappe à la porte. C'est Liu Weiwei, sa voisine, qui supplie qu'on l'aide. Il ouvre et elle explique que des fous sont dehors et qu'elle a besoin d'un endroit pour se cacher. Le jeune homme accepte de l'aider mais lui demande d'abord de fermer les yeux, créant un moment de tension. La voisine obéit volontiers, disant qu'elle ferait tout ce qu'il lui demande en échange de sa sécurité. En un clin d'œil, un flash lumineux fend l'air en direction de la femme aux yeux fermés. L'infâme remarque alors qu'il l'a aidée, et maintenant elle ne se transformera pas en un de ces monstres. Juste à ce moment-là, une notification du système apparaît, indiquant qu'il a gagné un point pour avoir abattu un zombie. Notre héros se présente comme l'infâme, un simple architecte qui fait juste des heures supplémentaires. Il pense qu'un accident bizarre l'a entraîné dans ce chaos apocalyptique. Il se souvient avoir essayé d'aider sa belle voisine, mais elle s'est soudainement transformée et l'a mordu. Au moment où il était sur le point de périr, le système d'apocalypse zombie s'est activé avec succès. Et juste comme ça, il est né de nouveau complètement différent, avec une fenêtre système affichant ses nouvelles stats. En regardant l'écran, il comprend que le système récompense les points d'attribut pour l'élimination des zombies. Soudain, un autre monstre apparaît dans le couloir et commence à se repaître des restes de son ancienne voisine. La créature, couverte de plusieurs yeux, interrompt son repas et fixe le protagoniste avec un regard confus. Sans une seconde de plus, la bête à la bouche tentaculaire charge droit sur notre héros. Avec un sourire narquois, l'infâme dit qu'il voulait juste confirmer quelque chose et dit à la créature de garder ses distances. D'un seul coup, il vainc l'ennemi et reçoit un autre point système pour l'élimination. Son prochain geste est de verrouiller et de barricader toutes les portes et fenêtres pour éviter d'attirer plus de morts vivants. Quelque temps plus tard, épuisé et entouré de silhouettes tombées, il dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va tous les aider. Mais il remarque quelque chose d'étrange et se demande pourquoi le corps de Weiwei ne se réanime pas comme les autres. Il lui vient à l'esprit qu'elle a peut-être été mordue auparavant, ce qui, selon lui, posera problème. Le protagoniste se plaint que l'odeur va être horrible, et ce serait un casse-tête s'il était vu avec eux. Pour résoudre ce problème, il attache tous les voisins qu'il a trouvés en chemin, empêchant tout problème futur. Ensuite, le jeune homme les traîne simplement tous dans un coin du couloir et les laisse attachés. À ce moment-là, il entend un bruit étrange venant du fond du couloir et se met en alerte. Regardant dans l'obscurité, il aperçoit la silhouette d'une personne en fauteuil roulant qui s'approche. La silhouette se révèle être un zombie hideux avec de multiples yeux rouges et des tentacules en guise de bouche. En un instant, l'abomination se jette sur le protagoniste avec une vitesse incroyable, prêt à frapper. D'un coup net, notre héros vainc la créature, la reconnaissant comme étant l'oncle John et se demandant comment il est monté à l'étage. Blaguant sur la situation, il remercie le zombie d'avoir pris la peine d'apporter le fauteuil roulant jusqu'à lui. Ensuite, le jeune homme utilise la chaise pour transporter ses voisins attachés, promettant de la rendre plus tard. Il laisse ensuite le fauteuil roulant et son contenu devant l'appartement d'eux, tous les trois. Dehors, le héros se dit que même si c'est la fin du monde, il a quand même besoin de trouver des provisions pour survivre. En regardant une benne à ordures, il se demande si les zombies sont considérés comme des déchets humides ou recyclables et gémit d'être seul. Mais juste à ce moment-là, il sent une présence étrange et tourne la tête vers l'un des bâtiments. Sur un balcon d'appartement, il aperçoit un homme chauve qui le regarde, le reconnaissant comme le fils de l'oncle Joe. Le voisin chauve fait signe avec un sourire étrange, agissant comme si rien n'allait de travers dans le monde. L'enfant se souvient que ce type avait l'habitude de le voler, même après avoir appelé les flics, il s'est fait tabasser à nouveau. De retour dans le présent, notre héros crie, demandant à son voisin s'il a un problème avec lui là-bas. L'homme chauve est surpris par le culot du gamin de crier si fort, pensant qu'il n'a pas peur d'attirer les zombies. Mais ensuite, il se dit que c'est une bonne chose que le gamin soit un idiot, car cela le rendra plus facile à manipuler. L'homme brandit une pancarte, demandant à l'infâme d'aller chercher de la nourriture et des boissons et de les apporter à sa porte. Avec une expression calme, le protagoniste refuse catégoriquement de suivre la demande de son voisin. Cela rend furieux l'homme chauve qui maudit le gamin de ne pas obéir à ses instructions. Il se calme et écrit que si le garçon l'aide, il l'emmènera dans une base secrète qu'il connaît. Malgré la nouvelle offre, notre héros reste ferme et refuse une fois de plus d'aider.
Le voisin est complètement décontenancé par l'attitude du jeune homme et froisse furieusement le papier. Il crie alors que si le gamin veut périr à ce point, il exaucera son vœu et commence à lui lancer des choses. Les objets lancés par l'homme chauve cliquettent sur le sol, mais le protagoniste reste impassible. Le chahut attire plusieurs zombies, qui se ruent vers le jeune homme toujours calme et impassible. Regardant la scène se dérouler, le voisin chauve rit et se moque du garçon, supposant qu'il a trop peur pour courir. Mais sans hésitation, notre héros élimine l'un des monstres d'un seul coup, gagnant un autre point. Une notification du système apparaît immédiatement, confirmant l'élimination et le point attribué. Observant cela, l'homme chauve est stupéfait par la force du gamin et ne peut pas comprendre ce qui vient de se passer. Il souligne alors qu'il reste encore un zombie, en ricanant que les idiots qui le défient méritent ce qu'ils obtiennent. Le protagoniste convient qu'il en reste un et révèle qu'il est en train de hisser un zombie sur ses épaules. De toutes ses forces, il lance la créature directement sur le balcon de son voisin. L'homme chauve panique, regardant le monstre voler vers lui et criant ce que fait le gamin. La créature atterrit directement sur l'homme, l'attaquant sans pitié sur le balcon de son appartement. Alors que les cris s'estompent, notre protagoniste prend un vélo et s'éloigne seul dans la rue sombre. Il arrive à un supermarché, et une nouvelle notification du système apparaît, lui accordant un point de plus. D'autres notifications de points apparaissent alors qu'il s'occupe des infectés à l'intérieur du magasin. À l'intérieur, il s'occupe de manière ludique du gérant zombie à la caisse et rassemble toutes les provisions dont il a besoin. Avec son vélo et ses provisions, il prévoit de trouver un endroit sûr pour cultiver et obtenir de meilleurs équipements. Soudain, un bruit fort attire son attention, et une lumière aveuglante inonde son visage. En regardant en arrière, le jeune homme voit un bus dévaler la rue et se demande d'où il vient. Le rugissement du moteur du véhicule attire une horde massive de zombies qui se précipitent après lui. Le bus se rapproche rapidement de notre héros, qui lève la main pour faire signe au chauffeur de s'arrêter. Les phares intenses l'aveuglent pendant une seconde, déclenchant un souvenir douloureux de son passé. Dans une voiture, une femme se plaint de ne plus supporter le garçon et exige que le conducteur se débarrasse de lui. À l'arrière, le petit enfant serre son ours en peluche et sanglote, sa maman lui manque. Cela met la femme en furie, qui hurle sur l'enfant, le menaçant pour qu'il arrête. Elle finit par perdre patience, attrapant le volant de la voiture en mouvement pour forcer un arrêt. La lutte entre les deux adultes à l'avant terrifie encore plus le petit garçon. Les larmes aux yeux, l'enfant fixe la scène, horrifié et confus. Brutalement, la voiture percute un autre véhicule, provoquant un accident dévastateur sur l'autoroute. De retour au présent, un jeune homme à la fenêtre du bus sourit, lui demandant s'il veut un tour. Le même type rit, disant que s'ils ne le prennent pas, il peut juste attendre que les zombies prennent une collation. L'infâme reste silencieux dehors, se contentant d'observer la situation depuis le sommet du bus. À l'intérieur, un étudiant avec des lunettes remet en question le comportement de ses camarades de classe, lui rappelant qu'ils devraient s'entraider. Le tyran crie que dans l'apocalypse, il fait ce qu'il veut et attaque violemment le garçon à lunettes. Il déclare ensuite qu'avec le professeur disparu, tous les chouchous du professeur sont maintenant sous ses ordres. Avec un sourire cruel, le tyran décide d'être généreux et d'envoyer son camarade de classe rejoindre les monstres. Sans une seconde pensée, il éjecte le garçon du bus en mouvement sur la rue en contrebas. Le bus continue, et le reflet de l'enfant dans le rétroviseur latéral le montre se faire laisser derrière. Le chauffeur se moque de notre héros pour avoir porté un couteau, le traitant d'idiot pour avoir pensé qu'il pouvait se battre seul. Mais le protagoniste fait face à la horde et déclare avec conviction qu'il ne va pas tomber aujourd'hui. Il se souvient que sa mère lui disait d'être un bon garçon courageux, car un jour elle reviendrait le chercher. Se rappelant la promesse qu'il a faite à sa mère, couteau à la main, il décide de devenir la personne qu'elle voulait qu'il soit. Avec une puissance incroyable, notre héros lance son couteau de cuisine directement sur le bus. La lame vole droit, frappant le pneu et faisant dévier le véhicule hors de contrôle. Le bus percute un poteau, son pare-brise avant se brisant sous l'impact. Le tyran au volant est projeté au sol, blessé, et commence à supplier de l'aide, pleurant qu'il ne veut pas périr. L'infâme fait du vélo alors que le tyran blessé admet qu'il avait tort et supplie d'être sauvé. Notre héros rétorque qu'il n'est pas désolé, il a juste peur parce que son heure est venue. Avec un sourire, il l'informe que son ami est en route, et qu'il les mènera à leur retrouvailles. Désespéré, le tyran crie au protagoniste de revenir et de ne pas l'abandonner à la horde. À ce moment, l'étudiant qui a été expulsé réapparaît, maintenant un zombie, juste devant son ancien camarade de classe. La horde de zombies envahit le bus, et les cris d'horreur du chauffeur résonnent dans la rue vide. Pendant ce temps, l'infâme s'éloigne à vélo, et un écran affiche que sa force est maintenant hors des graphiques. Soudain, une femme avec un enfant l'appelle depuis la fenêtre d'un immeuble, lui demandant d'attendre. Le jeune homme s'arrête et demande ce qu'elle veut alors qu'elle lance des regards à la petite fille affamée à côté d'elle. À la porte de l'appartement, la femme tombe à genoux, suppliant pour juste un peu de nourriture pour sa fille. Le protagoniste lui offre 2 citrouilles et un melon d'hiver, laissant la femme stupéfaite par sa générosité. Alors que la femme essaie de comprendre cela, les yeux de l'infâme se fixent sur un objet à l'intérieur de sa maison.
Il aperçoit une épée décorative accrochée au mur du salon et s'y intéresse. La propriétaire explique qu'il s'agit d'une réplique d'un jeu et lui offre l'épée pour sa protection. Avec un sourire, le jeune homme accepte le cadeau, et la femme ajoute qu'ils n'en ont aucune utilité. Il la remercie pour l'arme et le rassure qu'il les aidera s'ils en ont besoin, tandis que la petite fille pense qu'il est bizarre. Dehors, le jeune homme admire sa nouvelle réplique de Frosmé, impatient de l'essayer. À ce moment, une femme aux cheveux roses est jetée d'un immeuble alors que quelqu'un crie pour qu'elle périsse. La femme frappe le sol durement juste devant le protagoniste, qui est choqué par la scène soudaine et brutale. Levant les yeux, il aperçoit un grand homme sur un balcon, se plaignant que la femme a osé le défier. La brute allume une cigarette et grogne à propos du gaspillage, se demandant quand il en trouvera une autre comme elle. Notre héros voit que le corps de la fille est couvert de blessures et remarque un regard de pur désespoir et de rage dans ses yeux. Il se rappelle alors que son expression est la même que celle que son père avait lorsque sa mère est partie. Les yeux remplis de colère, le protagoniste regarde l'homme sur le balcon et exige de savoir ce qu'il a fait. Le grand homme se met en colère, demandant qui ose lui parler, pensant qu'il était le seul dans les environs. Il hurle alors que l'immeuble est son territoire, et qu'il peut faire ce qu'il veut avec les femmes qui s'y trouvent. Sentant le danger, l'infâme décide qu'il doit agir pour protéger la mère et la fille qui l'ont aidé. Berçant la femme dans ses bras, il se prépare à monter au 5e étage pour affronter le méchant. L'homme se moque du garçon pour porter un corps, le traitant de loser pour se soucier de telles choses. Sur un ton menaçant, il dit à notre héros de s'en aller où il vivra pour le regretter. Le méchant se retire dans son appartement, se plaignant de sa mauvaise chance de tomber sur des idiots. Il songe qu'avant il n'osait jamais toucher les femmes, mais maintenant dans l'apocalypse, il peut faire ce qu'il veut. Soudain, des coups à sa porte interrompent ses pensées, le surprenant. Armé d'une batte de baseball, il s'approche de la porte, se demandant si un zombie est de l'autre côté. L'homme se plaint qu'avec des zombies dans le hall, il sera plus difficile de trouver plus de gens avec qui jouer. En regardant par le trou de la serrure, l'homme se retrouve face à face avec le visage terrifiant de la femme qui l'avait attaqué. Il recule sous le choc, complètement déconcerté par ce qui se trouve de l'autre côté de sa porte. Pendant ce temps, le protagoniste utilise le bras mou de la femme pour frapper, essayant d'amener le méchant à ouvrir. La brute ressent une vague de soulagement quand il voit que ce n'est que le gamin et lui dit de déguerpir avant qu'il ne se blesse. Avec un sourire méchant, il pense que s'il crie, les zombies viendront et dévoreront le garçon vivant. Mais avant qu'il ne puisse agir, notre héros brise la porte de sécurité avec ses mains nues. Le méchant est complètement choqué par la puissance du garçon, se demandant s'il est même humain. À l'intérieur de l'appartement, l'infâme aperçoit d'étranges instruments et réalise qu'ils ont été utilisés pour blesser la femme. Le grand homme rugit de fureur, exigeant de savoir pourquoi le gamin a amené un corps dans sa maison. Le protagoniste, avec un regard glaçant, déclare qu'il l'a amené pour qu'elle témoigne du prix que le méchant est sur le point de payer. Quelque temps plus tard, notre héros traîne l'homme bâillonné dans les rues vers un poste de police. La brute se débat et essaie de crier, mais le bâillon le réduit complètement au silence. Il déclare ensuite que traduire un criminel en justice est la chose la plus normale au monde. Le méchant crie que c'est une apocalypse, mais le jeune homme répond calmement qu'il a vu ça dans des films. L'infâme le traite d'idiot pour ne pas connaître la différence entre la fiction et leur sombre réalité. Arrivé au poste de police, le protagoniste jette simplement l'homme ligoté à l'intérieur du bâtiment. La brute gémit de douleur, se demandant comment le gamin est assez fort pour le jeter comme ça. Il ricane alors, disant qu'il ne reste plus personne pour le juger parce que le monde est déjà fini. Mais avec un sourire sinistre, le protagoniste dit qu'il se trompe. Il y a bien quelqu'un ici. Soudain, des douzaines de points rouges lumineux apparaissent dans l'obscurité, et le méchant regarde avec terreur. Les policiers transformés en zombies se jettent sur le méchant tandis que notre héros dit qu'il recherche toujours la justice, même dans la mort. Le lendemain, un groupe dans une voiture blindée arrive à la bibliothèque de Wang City pour une mission. Le chauffeur, restant derrière, dit à ses compagnons d'être extrêmement prudents là-dedans. La chef du groupe, une femme en tailleur, demande à ses hommes de se concentrer sur la recherche de manuels médicaux. En entrant, l'un des hommes de main soupire de soulagement, commentant qu'ils ont eu de la chance qu'il n'y ait pas de zombies. Mais leur chef arrête brusquement leur avancée, sentant que quelque chose ne va pas. Prudemment, elle jette un coup d'œil à travers une fissure dans une porte pour s'assurer que le chemin est libre. L'un de ses subordonnés insiste sur le fait que tout va bien et qu'elle est juste trop paranoïaque. Elle ignore son commentaire et ordonne à tout le monde d'arrêter de bavarder et de trouver la section médicale. Tout à coup, l'infâme apparaît avec un sourire amical et salue le groupe stupéfait. Il sursaute de choc, et un homme le montre du doigt, pensant que c'est un zombie parlant. Notre protagoniste précise qu'il est humain, mais le chef méfiant lui demande ce qu'il fait ici. Tenant un livre, il répond sarcastiquement qu'il lit, puisque c'est, après tout, une bibliothèque. Un homme de main chuchote à son patron que le gamin a raison, mais elle lui dit avec colère de se taire. L'infâme dit qu'il ne veut pas d'ennui et leur demande poliment de baisser la voix. Alors qu'il s'éloigne, l'un des hommes reconnaît l'épée du héros et marmonne que le gamin est complètement fou. Le chef ordonne alors à ses hommes de se taire et d'éviter de l'affronter à tout prix.
Elle sent une aura dangereuse émanant de lui et exhorte son équipe à prendre les livres pour qu'ils puissent partir. Le groupe se met rapidement au travail, fouillant les étagères à la recherche de livres médicaux. Mais la femme se fige une fois de plus, voyant le protagoniste assis calmement à une table, en train de lire. La suspicion du chef déborde, et elle lui demande directement ce qu'il veut d'eux. Notre héros explique qu'ils doivent correctement vérifier tous les livres qu'ils prennent, car ils sont la propriété publique. Le groupe est abasourdi, se demandant de quel asile il s'est échappé. La femme demande s'il a la moindre idée de ce qui se passe dehors, le qualifiant de complètement délirant. Assis calmement, il répond qu'il est au courant de l'apocalypse, mais sinon, les choses n'ont pas beaucoup changé. Le chef d'équipe doute encore de ses paroles, son visage étant un masque d'incrédulité totale. L'un de ces hommes s'irrite, disant qu'il devrait simplement se mêler de leurs affaires et partir. L'infâne est d'accord et se présente, offrant son aide s'il rencontre un danger sur le chemin du retour. Le groupe est laissé sans voix par l'étrange offre, le fixant avec une confusion totale. Après un rapide remerciement, il décide de fuir le plus vite possible, convaincu qu'il est dangereusement déséquilibré. Seul dans la bibliothèque, le héros dit qu'ils sont partis si vite sans même échanger de nom. Il décide de se concentrer sur l'étude de l'agriculture pour devenir autonome. Loin dans une base souterraine, un scientifique note que l'activité cellulaire chez les infectés est en hausse. Un autre chercheur a demandé si cela signifie que les monstres évoluent alors qu'ils analysent un spécimen. Deux supérieurs discutent de la création d'un anticorps, mais le virus ne ressemble à rien de ce qu'ils ont jamais rencontré. L'un d'eux théorise que les zombies sont en fait les morts ressuscités, vivant sous une nouvelle forme. De retour au complexe, l'infâne trouve l'endroit idéal pour démarrer son jardin communautaire. Avec son épée rengainée sur son dos, il se prépare à appliquer tout ce qu'il a appris des livres. Le jeune homme crie alors aux bâtiments environnants, se présentant et présentant son plan de culture de légumes. Mais ces cris attirent l'attention de nombreux zombies qui viennent en courant dans sa direction. Les morts vivants ne font pas le poids face à lui, cependant, et sont facilement éliminés un par un. Avec son épée tirée, le protagoniste affronte la horde sans une once de peur. Avec des mouvements rapides et précis, il élimine chaque dernier monstre, accumulant de nombreux points de système. Satisfait de son travail, il déclare que maintenant il peut planter ses cultures sans se soucier des attaques de zombies. En regardant les corps au sol, il conclut que personne d'autre n'est vivant à proximité, et que sa récolte sera en sécurité. Son estomac gargouille, et il décide qu'il a besoin de manger avant de commencer à travailler sur son nouveau jardin. Il rend ensuite visite à la mère et à la fille, partageant un repas de nouilles instantanées avec elle. La femme s'inquiète pour l'avenir, disant qu'elle ne peut pas continuer à accepter des dons gratuits pour toujours. Le jeune homme demande alors carrément s'il y a quelque chose qu'il puisse faire pour aider leur situation. La femme est surprise par son offre simple et directe d'aider. Rassemblant son courage, elle dit qu'elle veut prendre sa fille et partir avec lui pour un endroit plus sûr. Le protagoniste s'illumine à cette idée et propose de les aider à emménager dans son quartier. La femme est confuse par la discussion sur le loyer, se demandant s'ils sont même sur la même planète. Pendant ce temps, dans un autre immeuble de la ville, un groupe de survivants lutte pour faire face à l'apocalypse. Soudain, l'un de leurs téléphones portables sonne, surprenant l'homme qui pense qu'il pourrait s'agir d'une équipe de sauvetage. Répondant à un appel pour un homme nommé Shen, il rencontre quelqu'un qui demande à louer une maison. Le gars raccroche, irrité, supposant que c'est un fou qui fait une blague. Il se plaint alors que l'apocalypse a frappé de nulle part, sans aucun signe d'effort de sauvetage. Mais à son grand étonnement, le téléphone sonne à nouveau, le même numéro étant persistant. Furieux, il répond et hurle sur le protagoniste, qui voulait simplement louer une maison pour la mère et l'enfant. Le protagoniste raccroche, se plaignant de la façon dont les gens sont impatients et colériques de nos jours. Il décide alors de rappeler l'homme, laissant la femme à côté de lui complètement déconcertée. À l'autre bout du fil, l'homme hurle de rage, mais l'infâne réaffirme calmement qu'il veut juste louer la maison. À bout de patience, l'homme accepte la location, révèle son emplacement et le met au défi de venir. Notre héros célèbre, disant à la mère et à la fille d'attendre pendant qu'ils sécurisent leur nouvelle maison. Avant que la femme ne puisse protester, le protagoniste est sorti de la porte, les laissant seuls dans l'appartement. Sur le toit, un collègue demande à Shen ce qui s'est passé, et il répond que c'était juste un idiot. Son ami le tire alors à l'écart pour discuter de quelque chose de sérieux et d'important en privé. Il révèle qu'avec leurs fournitures actuelles, ils ne dureront qu'un demi-mois de plus. L'ami suggère d'abandonner les 4 membres âgés de leur groupe pour conserver la nourriture pour les autres. Avec un sourire sinistre, il propose de s'occuper du problème et de se débarrasser également des autres hommes. Il prévoit également de se débarrasser des femmes les moins attirantes, ne gardant que les plus jolies pour eux. Les deux lorgnent ensuite les femmes avec une intention malveillante, acceptant de s'amuser. Pendant ce temps, l'infâne fait du vélo dans des rues grouillant de zombies, ses statistiques montrant une augmentation de l'endurance. Du haut de l'immeuble, les survivants aperçoivent le jeune homme pédalant calmement à travers le kiosque. L'un d'eux crie pour qu'il ne soit pas idiot, pensant qu'il n'ira pas loin à vélo. Le protagoniste pédale avec agilité, se faufilant à travers les monstres alors qu'il approche de sa destination.
Il arrive à sa destination, la luxueuse copropriété Fan International Group, et est extrêmement impressionné. En regardant en arrière, il réalise qu'il a réussi à semer la horde de zombies qui le suivaient. Sur le toit, Shen rassure son groupe qu'avec lui aux commandes, ils mangeront tous bien et vivront mieux. Au même moment, les 4 aînés du groupe discutent tranquillement dans un coin du toit. Un soldat à la retraite dit qu'ils sont devenus un fardeau, et que le monde a besoin de la jeunesse pour reconstruire. Un ingénieur militaire à la retraite regarde un autre aîné remarquer qu'il a finalement accepté la situation. L'ex-soldat demande ensuite à l'ingénieur s'il ressent la même chose, qui répond que ce qui compte, c'est la survie. Une enseignante à la retraite console son mari, lui disant de ne pas s'excuser de l'avoir entraîné dans cette histoire. Simultanément, Shen et son bras droit célèbrent le fait d'avoir influencé les autres si facilement. L'homme révèle ensuite son plan pour se débarrasser des personnes âgées, et des autres hommes pour tout avoir pour lui. Mais soudain, l'un des aînés se lève, annonçant qu'ils ont entendu tout le plan de Shen. L'ex-soldat dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, les personnes âgées attendront simplement la fin en paix. Cela panique les autres survivants, et ils commencent à hurler pour jeter les aînés du bâtiment afin d'éviter les ennuis. Juste à ce moment-là, on frappe à la porte du toit, et une voix calme appelle Monsieur Shen. Le groupe se tourne avec surprise alors que la voix s'identifie comme la personne qui a appelé pour la location. Shen, furieux, crie sur le nouveau venu, se demandant qui plaisanterait sur une telle chose dans une apocalypse. Soudain, la porte de sécurité est arrachée de ses gonds avec une force prodigieuse, surprenant tout le monde. L'infâme apparaît alors dans l'embrasure de la porte, s'excusant et disant qu'il ne réalisait pas que la porte était si fragile. Le bras droit de Shen murmure un plan pour utiliser le nouveau venu comme appât pour les zombies qu'ils attireront. Les deux partagent un sourire malicieux, s'accordant sur l'idée de résoudre 2 problèmes à la fois. Notre héros demande qui est Monsieur Shen, et l'homme répond que c'est sa place et qu'il peut partir maintenant. Le jeune homme le remercie et offre son paiement de 5000 pour le loyer, laissant Shen encore plus perplexe. Perdant patience, Shen prend l'argent et dit au gamin de rester aussi longtemps qu'il le souhaite, tant qu'il se perd. En partant, le protagoniste dit merci et au revoir, laissant les hommes sur le toit complètement confus. Il s'approche ensuite des aînés et demande si Monsieur Zouejin est parmi eux, surprenant tout le monde. Le jeune homme reconnaît l'ingénieur à la télévision, le qualifiant de héros pour son travail sur la technologie des armes du pays. Le protagoniste demande ensuite aux aînés s'ils ont l'intention de quitter le toit car c'est dangereux dehors. L'ex-soldat explique qu'il préférerait laisser les provisions à la jeune génération et ne pas gaspiller de ressources. Avec un regard déterminé, le jeune homme fait face aux aînés, son expression se transformant en une expression de sérieux intense. Le groupe de Shen est ébranlé par le regard du garçon, et leur chef réalise qu'il est extrêmement dangereux. Notre héros offre ensuite sa protection aux aînés, déclarant qu'il est assez fort pour les garder en sécurité. L'ex-soldat décline poliment, disant qu'il ne ferait que le ralentir et sont juste heureux de savoir que quelqu'un comme lui existe. Mais le jeune homme insiste, leur offrant une place dans son quartier, une proposition qui choque les aînés. Sans leur donner la chance de refuser, le protagoniste prend les aînés par la main et les emmène. Le bras droit de Shen essaie de les arrêter, mais le chef du groupe le retient, lui disant de les laisser partir. Shen explique que leur plan n'a pas changé, et le garçon n'interférera pas avec leurs objectifs. Avec un sourire méchant, il révèle qu'ils utiliseront les aînés pour attirer les zombies et se débarrasser de tout le monde. Alors qu'ils descendent les escaliers, le protagoniste utilise son épée pour dégager les barricades sur leur chemin. Il jette ensuite un coup d'œil au bâtiment et voit le groupe de Shen les observer depuis le bord du toit. Les hommes de Shen commencent à jeter des objets lourds du toit pour attirer l'attention des zombies. Les aînés sont horrifiés par la cruauté des jeunes, se demandant comment ils peuvent être si malveillants. Mais le protagoniste, avec un regard froid, dit qu'ils sont encore pires qu'ils ne l'imaginaient et ne s'arrêteront pas. L'ex-soldat réalise alors que le groupe de Shen prévoit de les utiliser comme appât pour les morts-vivants affamés. L'ingénieur à la retraite remarque quelque chose d'inhabituel sur le sol et interroge ses compagnons à ce sujet. Il est stupéfait par le nombre de corps de zombies éparpillés dans la cour du condominium. L'ex-soldat doute que quiconque ait mis au point un moyen de se débarrasser des monstres si facilement. Avec un sourire confiant, le protagoniste explique qu'il a dû éliminer les zombies pour les atteindre. Les aînés sont complètement stupéfaits par cette révélation, criant d'incrédulité devant le pouvoir du jeune homme. Sur le toit, les hommes de Shen n'entendent rien, et l'un se demande pourquoi il y a tant de corps là-bas. Shen, sceptique, s'approche du bord pour voir ce qui s'est passé de ses propres yeux. Après avoir confirmé la scène, il est sous le choc, réalisant que le garçon est bien plus fort qu'il ne l'avait jamais imaginé. Dans un geste désespéré, le bras droit de Shen essaie de jeter l'un de leurs propres hommes du bâtiment. L'homme se tourne vers le groupe, demandant pourquoi tout le monde lui lance un regard si étrange. Le méchant annonce ensuite que si les objets n'attirent pas les zombies, ils utiliseront l'odeur de chair humaine comme appât. Shen félicite l'intelligence de ses subordonnés tandis que les autres applaudissent le plan maléfique du groupe. Soudain, des cris de douleur éclatent du toit, et le protagoniste se retourne avec surprise. Des zombies sont apparus sur le toit et commencent à attaquer les survivants, qui n'ont nulle part où s'échapper. Du sommet du bâtiment,
les hommes de Shen regardent le résultat de leur plan et célèbrent le malheur des autres. Les aînés sont terrifiés en voyant les zombies s'avancer sur les autres survivants là-haut. Le protagoniste demande ensuite à l'ex-soldat s'il a une voiture car son vélo ne pourra pas transporter tout le monde. Avec un sourire, il dit que son vélo ne peut pas transporter autant de personnes et qu'ils auront besoin d'un autre moyen de transport. Il dit ensuite à l'aîné de prendre les devants, disant qu'il doit s'occuper de quelque chose avant qu'ils ne se regroupent. Les aînés essaient de le convaincre de venir avec eux, mais le jeune homme insiste sur le fait qu'ils sont plus précieux vivants qu'ils ne l'est. L'ingénieur à la retraite dit aux autres de se calmer, confiant que le jeune homme a un plan. Pendant ce temps, le protagoniste affronte la horde de zombies, se moquant de leur pathétique endurance physique. Tout seul, il affronte la foule de morts-vivants qui s'entassent contre une porte de sécurité verrouillée. Du toit, Shen et son partenaire regardent la scène, se demandant pourquoi le garçon a couru directement dans la horde. Shen rit, concluant que le gamin a ouvert la porte aux zombies et s'enfuit maintenant en terrifié. Il ricane, disant que courir est un instinct de survie de base que même un idiot ne peut pas combattre. Mais le bras droit de Shen remarque que quelque chose ne va pas avec la direction dans laquelle le garçon court. Les deux réalisent alors que le protagoniste attire la horde de zombies directement vers eux. La foule de morts-vivants déferle, se précipitant vers le bâtiment des survivants, avides de chair. Atteignant l'entrée du bâtiment, notre héros se tourne vers les hommes sur le toit et leur demande ce qu'ils font. Avec un sourire ironique, il dit qu'il essayait juste d'être serviable et leur a apporté les zombies qu'ils voulaient. La horde envahit le bâtiment, montant en masse les escaliers vers le toit où les survivants sont piégés. Le groupe sombre dans la panique, hurlant de terreur alors que les zombies se rapprochent. Loin du chaos, le protagoniste appelle tout le monde à dîner dans un nouvel appartement sur du complexe. Ils mangent tous ensemble, remerciant le héros de les avoir sauvés et de leur avoir donné une nouvelle chance dans la vie. La petite fille fixe le jeune homme et lui demande pourquoi il la regarde comme ça. Le protagoniste demande alors où est son sac à dos d'école, laissant la fille complètement confuse. Il explique que grand-mère Liang, une enseignante à la retraite, peut lui donner des cours particuliers même pendant l'apocalypse. La petite fille se plaint auprès de sa mère, disant qu'elle ne veut pas étudier pendant la fin du monde. Sa mère la réconforte, lui disant d'écouter, car étudier est la seule chose qu'elle puisse encore faire. Et juste comme ça, le condominium ensoleillé de l'Infane accueille 6 nouveaux résidents, insufflant de la vie à l'endroit. Le jeune homme s'excuse ensuite pour sortir les poubelles et récupérer le sac à dos de la fille, laissant les autres à table. Dehors, 2 zombies errent dans les rues, se dirigeant en traînant les pieds vers l'une des maisons du complexe. Mais avant qu'ils ne puissent s'approcher, 2 flèches précises frappent leur tête, les abattant instantanément. Depuis une fenêtre, un jeune homme avec un arc célèbre le travail facile, remarquant que dégager les rues a été un jeu d'enfant. Dans un garage, le groupe de la bibliothèque discute de leur situation en matière d'approvisionnement et de la station d'épuration locale. Soudain, un bruit fort surprend l'archer, qui se demande ce qui se passe dehors. Une explosion massive résonne dans les rues, attirant l'attention de tous les zombies à proximité. Le chef du groupe observe la scène, se demandant qui, en son bon sens, provoquerait une telle agitation dangereuse. Au milieu du chaos, une femme court pour sauver sa vie, criant à l'aide alors qu'elle est poursuivie par une nuée de zombies. Tout à coup, la griffe d'un monstre traverse la poitrine d'un zombie, l'éliminant d'un seul coup. Un zombie géant et musclé apparaît devant la femme, terrifiant tous ceux qui sont témoins de la scène. Le chef du groupe est choqué par la mutation, se demandant si les monstres peuvent vraiment évoluer. Sorti de nulle part, une poubelle mobile apparaît dans la rue, et un bruit étrange attire l'attention de tout le monde. La femme est surprise par la nouvelle perturbation, craignant qu'un autre zombie géant ne se soit manifesté. La poubelle heurte alors le zombie géant, et l'enfant s'excuse pour la collision avec un sourire. Le protagoniste invite alors le monstre à un jogging nocturne pour compenser l'accident. Le chef du groupe de la bibliothèque reconnaît le jeune homme, surpris de le revoir dans une telle situation. Un de ces hommes suppose qu'il a éloigné le zombie, et grâce à lui, ils sont maintenant en sécurité. La caméra recule, montrant le protagoniste sprintant dans les rues avec un zombie géant sur ses talons. Fatigué de courir, le protagoniste décide d'oublier la station d'ordures et de trouver un autre endroit pour jeter les déchets. Soudain, un groupe d'hommes l'appelle depuis un balcon, lui demandant ce qu'il fait là en bas. Il explique qu'il cherche juste un endroit pour jeter ses ordures puisque le conteneur communautaire est plein. Les hommes se moquent de lui, se moquant du gamin qui s'inquiète des ordures pendant l'apocalypse. Le protagoniste se demande si sortir les poubelles n'est pas une chose normale à faire et propose de les aider s'ils en ont besoin. Le chef du groupe est agacé par son attitude et le menace, disant qu'il peut envoyer des mercenaires après lui. Imperturbable, notre héros dit simplement au revoir et s'en va, exaspérant les hommes par son audace. Le groupe décide alors d'attirer des zombies pour s'amuser à regarder le gamin se faire courser. Il commence à crier et à faire du bruit, espérant attirer l'attention des morts-vivants dans la rue. Mais à leur grande surprise, la rue reste silencieuse, sans aucun signe de zombies. Confus, ils se demandent si tous les zombies ont disparu jusqu'à ce que l'un d'eux aperçoive quelque chose qui approche. Le protagoniste apparaît alors sur leur balcon, leur disant de ne pas s'inquiéter des zombies à l'extérieur.
Il entre dans l'appartement et dit qu'il revient tout de suite, car il doit d'abord régler quelques petites choses. Le chef du groupe est furieux de l'intrusion, le traitant de rookie pour avoir amené des zombies si près. Soudain, un bruit fort provenant du toit surprend tout le monde, et ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Un des hommes demande ce qui fait autant de bruit, et il s'approche prudemment de la fenêtre pour enquêter. Une créature monstrueuse aux yeux rouges apparaît sur le toit et rugit sur les hommes terrifiés. Dehors, le protagoniste observe la scène et commente que les gars semblent bien s'entendre avec les zombies. Il entend alors un bruit étrange provenant d'une librairie à proximité et décide d'enquêter sur sa source. S'approchant de la boutique, il entend ce qui ressemble au cri d'un bébé et entre pour voir ce qui se passe. Montant les escaliers de la librairie, il se demande s'il pourrait vraiment y avoir un bébé tout seul ici. En arrivant au sommet, il est confronté à la vue d'une femme avec une corde autour du cou. Il réalise alors que l'enfant est vivant et se demande pourquoi la mère ferait un choix aussi radical et final. Le protagoniste en conclut que la femme a simplement renoncé à prendre soin de son propre enfant. Regardant de plus près, il voit que la femme tient un nourrisson en pleurs dans ses bras. Doucement, il prend l'enfant et le réconforte, promettant de les sortir de cette situation. À côté du bébé, il trouve un journal et décide de le lire pour comprendre ce qui s'est passé ici. Dans le journal, la mère explique qu'il n'y a plus de nourriture ni de secours, et que son temps est compté. Pour éviter de blesser son enfant, elle s'est cassé les dents et s'est scellé la bouche avec du ruban adhésif. Elle dit ensuite ses adieux, demandant à quiconque trouve son enfant de le laisser aimer, même s'il est un fardeau. Ému par l'histoire, le protagoniste promet à la femme qu'il fera tout ce qu'il peut pour aider son fils à survivre. Soudain, un ballon de basket tombe sur le sol avec un bruit sourd étrange, surprenant le jeune homme. Il se tourne pour voir le ballon rebondir tout seul sur le sol de la librairie sombre et se met en état d'alerte maximale. Du plafond, une créature hideuse avec des yeux rouges et des dents pointues saute pour l'attaquer. Notre héros esquive de justesse, réalisant que ce monstre est bien plus rapide que n'importe quel zombie qu'il ait affronté auparavant. Il se demande comment le bébé a survécu avec un zombie aussi puissant à proximité, et une idée le frappe. Le protagoniste réalise que le zombie utilisait les pleurs du bébé comme appât pour attirer et piéger. La créature se jette à nouveau, mais cette fois, le jeune homme est prêt à se battre et l'affronte de face. D'un coup net de son épée, il vainc le zombie évolué, gagnant 3 points du système. Tenant le bébé, il se demande ce qui se passe puisque les zombies qu'il a rencontrés jusqu'à présent n'étaient pas intelligents. Il en conclut que le zombie a appris à utiliser des appâts en lisant des livres, prouvant que la connaissance est vraiment le pouvoir. Saisissant l'opportunité, il décide de prendre des livres et des fournitures scolaires pour le petit Weiwei. Pendant ce temps, dans une base souterraine du désert, des scientifiques analysent les avancées de l'infection zombie. Un scientifique tient un cristal rouge extrait de la tête d'un zombie mutant et l'examine. Un officier militaire explique qu'ils ont trouvé le cristal en examinant les restes inhabituels du monstre. Le scientifique demande alors un rapport complet sur la créature afin de mieux comprendre la mutation. Un soldat rapporte que le premier tir de sniper a touché la tête du zombie, mais n'a pas suffi à l'arrêter. Même avec un tir à la tête, le monstre a continué à charger vers la base à grande vitesse. Le zombie n'a finalement été abattu qu'après que plusieurs tirs consécutifs aient complètement anéanti sa tête. L'officier est stupéfait. Jusqu'à présent, un seul tir à la tête suffisait à éliminer n'importe quel zombie. Le scientifique en conclut que les zombies évoluent pour devenir immunisés contre les tirs à la tête. Il s'inquiète pour l'avenir, car leurs quelques bases de contact restantes sont de plus en plus isolées. L'officier suggère alors une idée basée sur les romans de zombies qu'elle avait l'habitude de lire. Elle explique que dans ses livres, les humains vainquent les zombies pour obtenir des cristaux et évoluer en surhumains. Le scientifique est complètement déconcerté par l'idée d'utiliser des romans de zombies comme base pour leurs recherches. Au loin, une femme dans une robe élégante regarde par sa fenêtre et est surprise de voir quelqu'un à l'extérieur. Elle est choquée de voir l'infâme se promener calmement dans les rues infestées de zombies. Le protagoniste sent son regard et se tourne vers elle, la faisant sursauter de peur. L'influenceuse suédoise, Shu Xiaoxiao, se cache, terrifiée d'être découverte par le jeune homme. Dehors, notre héros réalise qu'il a trouvé un autre survivant au milieu de l'apocalyptique Chiaz. Soudain, il entend le moteur d'une voiture et se tourne pour voir ce qui se passe dans la rue. Une voiture s'arrête en crissant devant un commissariat de police, et un groupe d'hommes en saute précipitamment. Les membres du gang de Wang City se préparent à entrer dans le bâtiment, à la recherche de quelque chose. Le protagoniste fait signe au groupe, sentant la forte odeur de sang sur eux-mêmes à distance. Un des hommes est surpris de voir quelqu'un en vie et suggère de l'éliminer pour éviter des complications. Mais leur chef dit qu'ils ne peuvent pas risquer d'alerter les zombies car ils sont en mission pour le patron. Le chauffeur reste dans la voiture, prévoyant d'attacher le gamin au pare-choc et de le laisser aux zombies. Soudain, l'infâme apparaît à la fenêtre de la voiture avec un sourire glaçant, le regardant de près. Avec un sourire innocent, il demande ce que le groupe fait et leur adresse un salut amical. Le chauffeur est effrayé par son apparition soudaine, se demandant comment le gamin est arrivé là si vite. Dehors, les autres membres du gang sont surpris de voir le jeune homme discuter avec leur chauffeur. L'homme dans la voiture fait comme si de rien n'était,
demandant si ses compagnons ont trouvé ce que le patron voulait. Le chef du groupe confirme, disant qu'avec les armes qu'ils ont trouvées, ils vont vivre confortablement. Il demande ensuite au protagoniste comment il a survécu tout seul, et le jeune homme explique sa tactique bizarre. L'homme est complètement déconcerté par la réponse, se demandant s'il ne comprend pas quelque chose. Soudain, le chef du gang pointe une arme sur notre héros, le menaçant de reculer. Avec un sourire moqueur, il demande si le gamin a la moindre idée de ce qu'il tient. L'infâme en déduit alors correctement que le groupe a cambriolé la police pour voler des armes à feu et les fixe du regard. Le chef se met en colère face à l'accusation, disant qu'il n'y a pas de vol dans l'apocalypse et qu'il les sous-estime. Avant qu'il ne puisse tirer, le protagoniste tranche son bras avec un mouvement rapide et précis de son épée. Il s'excuse sarcastiquement, disant qu'il s'est tellement habitué à éliminer les zombies qu'il a oublié qu'ils étaient humains. Un autre membre du gang pointe une arme sur le jeune homme, le menaçant pour avoir attaqué leur chef. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, le protagoniste coupe son arme en deux d'un seul coup d'épée. Les autres membres du gang sont horrifiés par la vitesse et la puissance du jeune homme, craignant pour leur vie. Le bruit des coups de feu attire les zombies, et le chauffeur hurle à ses compagnons de monter dans la voiture. Une horde de zombies encercle le véhicule, et les membres du gang paniquent face à la situation dangereuse. Le chauffeur démarre alors en trombe, abandonnant ses compagnons pour qu'ils soient dévorés par les zombies. Les hommes abandonnés hurlent de terreur alors que la horde de morts-vivants se rapproche d'eux. Entourés de zombies, ils n'ont nulle part où fuir et sont impitoyablement attaqués par la foule affamée. Le protagoniste observe la scène, remarquant que même les citoyens serviables ne peuvent s'empêcher de se précipiter pour aider. Il saute ensuite par-dessus les hommes, déclarant que la justice est peut-être lente, mais dans ce monde, elle ne manque jamais. Avec un dernier adieu, notre héros abandonne les membres du gang à leur sombre destin et s'en va. Un des hommes hurle à ses compagnons de prendre leurs armes, mais il est déjà trop tard. Les zombies les dévorent sans pitié, leurs cris d'agonie résonnant dans la rue sombre et vide. Depuis sa fenêtre, l'influenceuse, Shu Xiaoxiao, observe le chaos, se demandant ce qui se passe. Elle simplifie la situation, supposant que le jeune homme qui a causé l'émeute a dû être dévoré maintenant. Tout à coup, l'infâme apparaît à sa fenêtre avec un sourire terrifiant, la surprenant alors qu'il la regarde. La femme est effrayée par son apparition, se demandant comment il a réussi à monter au 3e étage. Notre héros s'assoit alors nonchalamment sur son unité de climatisation, décidant de donner à la femme un moment pour se calmer. Avec un plan en tête, il décide qu'il lui rendra visite tous les jours pour montrer qu'il n'est pas une menace. Alors Xiaoxiao panique, réalisant qu'elle a été trouvée et serre fermement un couteau. Elle se dit qu'elle ne peut pas s'échapper et qu'elle préfère se faire du mal plutôt que de le laisser la toucher. Pendant ce temps, dans un quartier haut de gamme, une voiture imbibée de sang s'arrête, et quelqu'un hurle de désespoir. Le sbire chauve qui a fui le commissariat de police entre en courant, avertissant son patron que quelque chose a mal tourné. Le chef du gang, un homme du nom de Wong Dafu, demande calmement ce qui s'est passé en tirant sur un cigare. L'homme explique qu'ils ont rencontré un autre groupe au poste et qu'ils ont été pris en embuscade. Mais dans son esprit, il se souvient qu'il a en fait abandonné tout le monde pour sauver sa propre peau. Le silence du patron terrifie le sbire, qui sait que son supérieur est incroyablement puissant. Froidement, le chef éteint son cigare sur le front de l'homme et demande pourquoi il n'a pas péri avec les autres. Le subordonné endure la douleur en silence, craignant que blesser son patron ne le fasse éliminer. Bégayant, il affirme qu'il peut encore être utile et propose de continuer à être le chauffeur du patron. Wong Dafu le congédie et l'homme s'enfuit de la pièce du chef. Seul, le patron réfléchit au fait qu'il doit être prudent, car un autre groupe puissant opère dans la ville. En changeant de scène, nous voyons le Sunshine Condominium, où le protagoniste vit avec les autres survivants. Une des femmes âgées plante des graines, commentant qu'elle en aura besoin de plus la prochaine fois. Pendant ce temps, les deux messieurs renforcent les portes, assurant la sécurité de tous à l'intérieur. Le professeur retraité donne des cours particuliers à la petite Féfeille, qui se plaint de devoir étudier les sciences. La petite fille est submergée par l'énorme pile de livres qu'elle doit lire. Juste à ce moment-là, l'infâme arrive avec un tout nouveau sac à dos d'école pour la petite fille et la couvre d'éloges. Émue par le GIF, la fille commence à pleurer, et le protagoniste plaisante en disant qu'elle doit vraiment aimer étudier. Soudain, le bébé sauvé commence à pleurer dans ses bras, prenant notre héros par surprise. La mère de Fafé s'enquiert de l'enfant, et il dit qu'il veut que l'ancien médecin de l'armée l'examine. La femme âgée qui est médecin s'approche et lui demande instamment d'amener le bébé. Quelque temps plus tard, le bébé est plus calme, mais son corps est couvert d'éruptions cutanées et de plaies. L'ex-médecin soigne les blessures, disant qu'ils l'ont heureusement trouvé juste à temps, car l'enfant est très faible. Elle demande ensuite le nom de l'enfant, et le jeune homme dit que le journal de la mère ne mentionnait que Meng Meng. La femme suggère que la fille prenne son nom de famille, mais le jeune homme refuse, voulant honorer sa mère. La mère de Féfé propose de s'occuper de l'enfant puisque notre héros n'a aucune expérience avec les nourrissons. Il la remercie, lui suggérant de prendre le service de jour et lui le service de nuit, mais quelqu'un l'appelle en urgence par son nom. Le protagoniste se retourne, surpris par le cri,
et demande quelle est l'urgence. Un des aînés crie désespérément depuis la barricade, avertissant que la rue est envahie de morts-vivants. Choqué, notre héros n'arrive pas à y croire, se demandant comment c'est possible puisqu'il avait nettoyé toute la zone. Il commence à soupçonner que peut-être les monstres ont évolué et possèdent maintenant une certaine intelligence. À ce moment-là, un camion déboule dans la rue, traînant une horde massive de zombies derrière lui. À l'intérieur du véhicule, un homme à lunettes et à casquette klaxonne sans relâche pour attirer encore plus l'attention. L'aîné explique que le chauffeur faisait du bruit exprès pour éloigner les zombies de son magasin. En jetant un coup d'œil à travers la barricade, le protagoniste confirme l'histoire, disant qu'il a tout vu aussi. La côte étant libre, un groupe de survivants sort de son magasin pour prendre des provisions. Sur les écrans de surveillance, les aînés remarquent que le camion fait demi-tour et revient. Le jeune homme est confus par la manœuvre du conducteur, incapable de comprendre son plan. Le camion accélère ensuite directement vers le groupe de survivants devant le magasin. Les hommes réalisent que le chauffeur essaie de les abandonner et commencent à paniquer. Dans un flashback, le chauffeur se souvient d'être avec sa famille au début de l'apocalypse. Il avait promis à sa femme et à sa fille qu'il reviendrait vite avec des provisions. Mais quand il est sorti chercher de la nourriture, il a été entouré de zombies, et un camion est apparu de nulle part. Deux hommes sont sortis et l'ont sauvé des morts-vivants avec un bouclier et un tuyau de fer. À genoux, il les a suppliés de l'aider et de donner de la nourriture à sa femme et à sa fille qui l'attendaient à la maison. À sa grande surprise, le chef du groupe a accepté de l'aider et l'a invité dans un abri sûr. Mais quand ils ont vu sa femme, les hommes ont révélé leurs véritables intentions et l'ont agressé. Pendant ce temps, le chauffeur était ligoté, forcé de regarder, impuissant. Désespéré, il a crié de toutes ses forces, mais il n'y avait personne pour l'aider. Sa femme a essayé de se défendre, mais a finalement été jetée du sommet d'un immeuble par ses agresseurs. La femme n'a pas survécu à la chute, laissant le chauffeur anéanti par la cruauté des hommes. De retour dans le présent, l'homme jure de se venger, jurant que ces bêtes ne s'en sortiront pas vivantes. Les yeux remplis de rage, il écrase l'accélérateur pour renverser ses anciens compagnons. Le camion s'écrase avec une force immense, provoquant une explosion massive devant le condominium. Curieux du bruit, l'enfant décide d'enquêter, bien que l'un des aînés essaie de l'arrêter. Au milieu de l'épave, le chauffeur est entouré de zombies sans aucun moyen de s'échapper. Juste à ce moment-là, le protagoniste apparaît et dit aux zombies de dégager et de ne pas causer de problème. Les morts-vivants regardent le jeune homme, complètement déconcerté par son étrange requête. Mais les zombies l'ignorent, avançant et grognant vers notre héros. Perdant patience, il remarque que les bons conseils sont perdus pour les damner et abat un monstre. Les aînés regardent, l'un d'eux concluant que le jeune homme est un super soldat et l'espoir de l'humanité. Dehors, les corps des anciens alliés du chauffeur sont éparpillés parmi les débris. De retour au complexe, l'ex-médecin examine le chauffeur et signale qu'il n'a que quelques égratignures. Elle explique que les airbags l'ont sauvé et que le sang n'était qu'un saignement de nez, au grand soulagement du jeune homme. L'infâme déclare ensuite que le bazar dehors doit être nettoyé, et que le chauffeur est le responsable. Les autres survivants sont sans voix, trouvant sa logique étrange, mais en quelque sorte correcte. L'homme se réveille alors, se demandant s'il a peut-être réussi à atteindre le paradis. Le protagoniste répond calmement qu'il est au Sunshine Condominium, leur nouvelle maison. Ensuite, il ordonne à l'homme d'aller nettoyer les corps de zombies avant qu'il ne commence à puer. Le chauffeur se présente comme Shen et dit qu'il doit sauver sa fille de la cachette du méchant. Mais notre héros l'arrête, se demandant s'il prévoit de s'enfuir après avoir causé un tel gâchis. Le jeune homme propose alors un marché, Shen nettoie les rues, et en échange, le héros sauvera sa fille pour un prix. Un peu plus tard, l'infâme se promène avec une petite fille, qui lui demande si son père l'a vraiment envoyé. Il le confirme, ajoutant que son père a payé 100 yuan pour le service, ce qui déconcerte la petite fille. Depuis une fenêtre, l'influenceuse Su Xiaoxiao est surprise de voir que le jeune homme est apparu une fois de plus. Elle s'irrite quand elle voit que cette fois, il est accompagné d'une petite fille innocente. Le protagoniste lève alors les yeux, remarquant que la femme à la fenêtre l'observe attentivement. Avec un sourire, il fait signe à la femme qu'il observe depuis la fenêtre de l'immeuble. Su Xiaoxiao est terrifiée par son sourire, convaincue qu'il est un maniaque dangereux. Submergée par la peur, elle se précipite pour fermer les rideaux et se cacher de lui aussi vite que possible. La femme pleure, supposant qu'il a kidnappé la petite fille et déplorant son sort tragique. Notre héros trouve sa réaction bizarre, se demandant si l'apocalypse lui a fait perdre la tête. Il décide de l'ignorer et conseille à la petite fille de rester loin des personnes ayant des problèmes mentaux. Pendant ce temps, le groupe de la bibliothèque descend une rue déserte et aperçoit une horde de zombies. Soudain, l'un des hommes dans la voiture recule sous le choc de ce qu'il voit à l'extérieur. La chef du groupe assise à l'arrière demande à sa collègue ce qui se passe. L'homme pointe notre héros et la petite fille, se promenant calmement de l'autre côté de la rue. Les deux font du lèche-vitrine, et le protagoniste offre une poupée à la petite fille. La chef d'équipe s'inquiète, sachant que si les zombies les repèrent, ils auront de sérieux problèmes. Elle dit au chauffeur de klaxonner pour attirer les zombies loin du couple dans la rue. Mais au lieu d'un klaxon,
le groupe entend de la musique pour enfants, les laissant complètement perplexes. Le protagoniste et la fille ont activé un cactus musical chantant pour attirer les monstres. Le son de la musique pour enfants attire l'attention de toutes les créatures mortes vivantes à proximité. En réponse, une horde massive de zombies commence à courir vers le bruit qu'ils ont fait. Les monstres ignorent complètement la voiture, se dirigeant droit vers le magasin où se trouvent le garçon et la fille. L'homme dans la voiture se plaint que le jeune homme les a surpassés et a attiré tous les zombies vers lui. Le groupe dans la voiture réalise qu'ils sont maintenant encerclés et dans une très mauvaise situation. Loin dans une base du désert, un scientifique annonce les résultats des tests d'un cristal de zombie. Le scientifique révèle que la substance du cristal est inconnue et s'enquiert de sa stabilité. L'autre chercheur répond qu'il est très stable, avec une couche protectrice aussi résistante que la peau. Le chef de la recherche déplore que même avec leur meilleur équipement, ils n'ont aucune idée de ce que fait le cristal. Il demande ensuite si les autres bases de survivants ont fait des progrès dans l'acquisition de ces cristaux. Son assistant dit que non, et qu'ils ont conclu que seuls les zombies spéciaux possèdent l'objet. Cela inquiète le scientifique car cela prouve que les monstres évoluent, rendant l'avenir incertain. Pendant ce temps, sur le toit d'un immeuble, un jeune homme aux cheveux bleus se réjouit d'avoir enfin réussi. Il brandit un cristal rouge déclarant que, comme dans les romans, il l'a obtenu d'un zombie. Avec une lueur malicieuse dans les yeux, il prévoit d'absorber le cristal pour devenir plus fort et régner sur l'apocalypse. Le jeune homme se prépare ensuite à ingérer le cristal et à revendiquer le pouvoir qu'il désire si désespérément. Il crie qu'il deviendra le roi de l'apocalypse et aura la femme qu'il désire. Mais un instant plus tard, le jeune homme est confus car il semble que rien ne soit arrivé à son corps. Agacé, il se demande pourquoi le cristal est inutile, contrairement à ce que ses livres avaient promis. Soudain, une douleur aiguë lui perce l'estomac, et il pense que le cristal prend enfin effet. Le jeune homme se tord de douleur sur le sol, mais il croit que s'il peut l'endurer, un avenir brillant l'attend. Quelques instants plus tard, il commence à expulser violemment une grande quantité de sang de sa bouche. Allongé sur le sol, il pleure et crie que cela ne peut pas arriver, ne voulant pas périr ainsi. Ainsi, l'homme ambitieux connaît une fin tragique, seul sur le toit du bâtiment abandonné. De retour au Sunshine Condominium, un père retrouve sa fille et il partage une étreinte pleine d'émotions. La mère de Fefe s'inquiète en voyant l'infâme couvert de crasse, mais il l'assure que ce n'est que du sang de zombie. L'ex-soldat félicite le jeune homme pour son efficacité et dit au nouveau venu de payer pour le service. Un peu gêné, le père de la jeune fille remet à notre héros un billet de 100 yuan. L'infâme prend l'argent avec un sourire, lui disant de ne pas s'inquiéter des remerciements, car c'est son travail. Il explique que l'argent était un paiement anticipé, ce qui choque le nouveau venu qu'il l'ait réellement accepté. L'homme chuchote ensuite au seigneur, lui demandant s'il ne trouve pas la situation un peu étrange. Le monsieur explique que payer pour les services est le fondement de l'ordre, assurant qu'ils ont un avenir. Un autre seigneur ajoute qu'au début, il pensait que le protagoniste était fou, mais maintenant ils comprennent sa vision. Le nouveau résident est confus par la conversation, mais sent que tout cela semble très profond. Soudain, le carillon bruyant d'une tour d'horloge résonne à travers la ville, captant l'attention de tous. Le groupe reconnaît le son, en déduisant que quelqu'un l'a réparé pour attirer les zombies. Un des couples de personnes âgées loue la bonne action du survivant, disant qu'il y a encore de l'espoir. Pendant ce temps, de nombreux zombies avec des yeux rouges brillants errent dans les rues de la ville. La cloche attire l'attention de la horde de morts-vivants, qui court vers le son. Près de la tour, le groupe de la bibliothèque célèbre le plan brillant de leur chef pour utiliser la cloche. Mais le chef d'équipe avertit que cette méthode de distraction ne fonctionnera pas éternellement. Elle exhorte ensuite ses hommes, disant qu'ils n'ont que 2 minutes pour prendre les fournitures. Tout à coup, la voiture du groupe est soulevée du sol par une mystérieuse force puissante. Un des hommes est terrifié par cela et crie à son chef de faire attention. Un zombie géant, Vermouth apparaît et commence à attaquer les autres monstres autour de lui. La créature monstrueuse projette sans effort les plus petits zombies sur le côté pour dégager un chemin. Le monstre vert géant saute ensuite de toutes ses forces vers la tour de l'horloge. Avec une agilité incroyable, la créature commence à escalader le bâtiment pour atteindre le sommet. Arrivé au sommet, le zombie mutant pousse un rugissement furieux, prêt à tout détruire en vue. Sans hésitation, le monstre frappe la tour de l'horloge avec une force immense, l'anéantissant. Le sommet de la tour explose en fragments, et l'horloge est envoyée voler à cause de l'impact. Allongé sur le sol, le groupe de la bibliothèque regarde avec choc, leur plan complètement ruiné. Le chef d'équipe perd tout espoir, se demandant si la civilisation peut vraiment perdurer. Au condominium, un des résidents déplore que l'espoir que la cloche a apporté ait disparu si rapidement. Mais l'ex-soldat insiste sur le fait qu'ils ne doivent pas abandonner, car le véritable espoir existe toujours. Il explique ensuite au protagoniste que l'espoir doit être trouvé et ensuite montré aux autres. Le monsieur continue son discours, disant qu'un chef doit unir la force de chacun pour atteindre la victoire. Le protagoniste est complètement déconcerté et admet qu'il n'a pas compris un seul mot de ce que le vieil homme a dit. Réalisant que la logique ne fonctionnera pas, le seigneur décide qu'il doit parler dans une langue qu'il comprendra.
Il offre ensuite au jeune homme un emploi à temps partiel pour gagner de l'argent en trouvant des survivants. Les yeux de notre héros s'illuminent à la perspective d'un emploi, et il accepte l'offre instantanément. Ravi par la chance de gagner de l'argent, il s'élance pour commencer sa nouvelle mission. La femme du seigneur exprime son inquiétude, mais il la rassure en disant que le jeune homme est si fort qu'il semble à peine humain. Regardé dans le ciel, l'ex-soldat réfléchit que peut-être, juste peut-être, l'infâme est le dernier espoir de l'humanité. En marchant, le protagoniste sent soudainement que quelque chose ne va pas et s'arrête au milieu de la rue. Une voiture passe à toute vitesse devant lui, et le jeune homme est impressionné par le véhicule cool. De la voiture, un jeune homme aux cheveux violets l'invite à les rejoindre pour qu'ils puissent survivre ensemble. Mais notre héros décline l'offre, déclarant qu'il travaille et qu'il a déjà un endroit où rester. Le conducteur enfonce alors l'accélérateur et s'éloigne à toute vitesse, laissant le jeune homme derrière lui. L'infâme regarde simplement la voiture disparaître, indifférent à la situation autour de lui. La femme dans la voiture demande s'ils vont juste le laisser là, mais le conducteur dit qu'il a refusé l'aide. Dans le rétroviseur, il voit le jeune homme seul et sent qu'il pourrait être un problème pour leur groupe. Soudain, une horde de zombies apparaît, et le protagoniste remarque qu'il se déplace plus vite qu'avant. Il râle qu'il devra éliminer les monstres pour gagner des points et se rachète pour un combat. Avec son épée à la main, notre héros affronte la horde de zombies, les éliminant avec facilité. En regardant les corps sur le sol, il conclut que les monstres évoluent et deviennent plus forts. Soudain, le protagoniste se retourne brusquement, sentant que quelque chose ne va pas dans la zone. Il repère ensuite le panneau SOS dans la fenêtre du bâtiment, le reconnaissant comme un appel à l'aide. À l'intérieur de l'appartement, une femme nommée So-Won se cache, terrifiée par quelque chose à l'extérieur. Elle se souvient avoir entendu la voix de son agent à la porte, mais son jeune frère était avec lui. Le frère de son agent la regardait avec une étrange intensité, et elle savait qu'il lui voulait du mal. La femme pleure à la pensée de sa situation, mais elle sait que son intuition concernant le danger est correcte. Dehors dans le couloir, un homme l'appelle, lui demandant si elle ne va toujours pas ouvrir. Une femme à côté de lui se plaint de l'homme, le traitant de dégoûtant et notant son sourire effrayant. Le jeune homme commence à en avoir marre de la porte verrouillée et du refus obstiné de la femme de l'ouvrir. Il se moque ensuite d'elle pour avoir agi si innocemment, disant que dans l'Apocalypse, personne n'est un saint. Soudain, l'homme fait taire la femme, disant qu'il a entendu un bruit venant de l'extérieur. Son collègue demande si c'est un zombie, mais le jeune homme dit qu'il ne sait pas et qu'il doit vérifier. À ce moment, on frappe à la porte de l'appartement 1705, attirant leur attention. À l'intérieur, So-Won se recroqueville de peur, criant à la personne à l'extérieur de rester loin. Elle se met ensuite en colère, supposant que c'est le même type louche qu'avant, et déplore sa malchance dans cet apocalypse. Dehors, le protagoniste entend les cris et se demande si la personne à l'intérieur est en difficulté. Avec un regard déterminé, il décide qu'il ne peut pas simplement rester les bras croisés, il doit faire quelque chose. Sans une seconde pensée, notre héros défonce la porte de sécurité d'un seul coup précis. La femme est complètement stupéfaite par l'apparition soudaine du jeune homme dans son appartement. Il lui dit de ne pas être nerveuse, mais la femme, armée d'un couteau, est loin d'être calme. Avec un sourire, le protagoniste la reconnaît comme une streameuse de danse qu'il regardait auparavant. Mais la femme panique, menaçant de se faire du mal s'il fait un pas de plus vers elle. Elle se souvient ensuite d'un film qu'elle a vu et réalise que des choses horribles peuvent aussi arriver dans la vraie vie. Le jeune homme essaie d'expliquer, disant qu'il a vu son signal de détresse et qu'il est venu l'aider parce que c'est son travail. La femme est sceptique, se demandant si un humain normal pourrait défoncer une porte de sécurité. Voyant son doute, notre héros se réjouit intérieurement, réalisant que ses défenses commencent à s'effondrer. Il décide qu'il doit profiter de son avantage et la convaincre de lui faire confiance. Le jeune homme sort un prospectus recommandant le Sunshine Condominium comme un endroit idéal pour s'installer. Il décrit une communauté remplie de bonnes personnes, comme des médecins et des ingénieurs à la retraite. Et pour la touche finale, il mentionne la salle de sport en plein air et le jardin qu'ils ont cultivé eux-mêmes. Il souligne ensuite la partie la plus importante, le loyer est incroyablement abordable pour tout le monde. La femme reste sans voix devant l'argumentaire de vente et le regarde avec une totale confusion. Avec un sourire, il réalise que son plan a fonctionné et qu'elle a enfin baissé sa garde. Le jeune homme dit alors qu'il comprend sa peur et que même dans l'apocalypse, il y a toujours de la chaleur entre les gens. Doucement, il prend la main de la femme, lui demandant de baisser le couteau et de se calmer un peu. Il lui tend ensuite le prospectus, lui disant de regarder de plus près l'offre. La streameuse prend le papier, le regardant avec une expression d'incrédulité totale. Avec suspicion, elle demande qui il est vraiment et ce qu'il veut vraiment d'elle. Notre héros explique qu'il est agent immobilier, et si elle n'est pas contente, il a d'autres options qu'elle peut voir. Il l'invite à s'asseoir, célébrant qu'il ait réussi à entrer alors qu'elle hésitait encore. Les deux s'assoient, et il lui montre le plan d'un appartement à louer pour 1500 par mois. Il se souvient alors que la précédente locataire était une jeune femme décédée dès le premier jour. La femme demande s'il est sain d'esprit, et le jeune homme, irrité, lui demande si elle l'insulte. Avant qu'il ne puisse partir,
elle l'arrête et s'excuse, disant qu'elle ne voulait pas l'offenser. Avec une expression sérieuse, le protagoniste accepte ses excuses et la regarde intensément. Il dit alors qu'il voulait juste vérifier si elle agit toujours de manière aussi erratique, ce qui la fait rougir. La streameuse s'excuse à nouveau, insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas l'insulter, et que tout était un malentendu. Le jeune homme pose alors une question, les vrais anormaux ne sont-ils pas ceux qui ont abandonné toutes les règles et le bon sens? Il dit que les gens sont la chose la plus effrayante qui soit, et qu'il essaie juste de suivre les anciennes règles. Elle est d'accord avec sa logique et décide qu'elle doit partir, surtout que sa porte est maintenant cassée. Le protagoniste lui demande si elle va louer l'endroit, et la femme accepte, disant qu'elle croit tout ce qu'il lui a dit. Il lui dit alors de faire ses valises, une demande soudaine qui la déconcerte. Dans sa tête, la streameuse se demande si ce type est fou de parler d'argent pendant l'apocalypse. 10 minutes plus tard, elle émerge avec ses affaires, et notre héros lui demande si elle emporte vraiment tout ça. La femme confirme et exprime son inquiétude pour les autres survivants à l'étage inférieur. Alors qu'ils descendent les escaliers, il l'assure de sa force, et elle ricane, lui rappelant sa porte cassée. En atteignant l'étage inférieur, l'homme qui la harcelait apparaît soudainement devant eux. La femme est surprise par l'apparition du méchant et se cache rapidement derrière notre protagoniste. Armé d'un couperet, l'homme menace le jeune homme, déclarant qu'il n'emmènera la femme nulle part. L'infâme enfile une paire de lunettes de soleil et fait face à l'agresseur avec un sourire narquois. Avec un regard intimidant, il demande au méchant comment il compte exactement lui faire regretter ses actes. En un éclair, le protagoniste désarme l'homme, lui arrachant sans effort le couperet des mains. L'agresseur est complètement abasourdi par la vitesse et la force du jeune homme, craignant pour sa vie. Il se demande comment le héros a réussi à prendre son arme avant même qu'il puisse réagir. Avec le couperet à la main, l'infâme le réprimande pour avoir menacé des gens, lui rappelant que c'est un crime. La streameuse et le méchant sont tous deux totalement déconcertés par la leçon de droit du jeune homme. Il rend ensuite le couteau à l'homme, l'avertissant que s'il est attaqué, il se défendra, ce qui pourrait mal tourner. L'agresseur tient un couperet, totalement incapable de comprendre ce qui vient de se passer dans le couloir. Soudain, la complice du méchant apparaît, et la streameuse la reconnaît comme son ancienne agente, Liu Hong. La jeune femme se souvient que l'agente était comme une sœur pour elle, mais qu'elle est devenue une personne horrible. Le protagoniste dit à la streameuse de partir avec lui pendant que les deux méchants les regardent fixement. Mais l'agresseur hurle de fureur, leur ordonnant de s'arrêter là où ils sont. Notre héros se retourne avec une expression calme et demande ce que l'homme leur veut. Le méchant leur bloque le chemin, pensant qu'il ne peut pas la laisser s'en aller comme ça. Il accuse le jeune homme de l'emmener pour ses propres raisons égoïstes, et notre héros le réprimande pour son manque de respect. L'agresseur menace ensuite la femme, disant que si elle part avec ce type, un horrible destin l'attend. Il affirme que dans l'apocalypse il n'y a pas de loi, et que rester avec lui est sa meilleure et unique option. La streameuse rétorque qu'elle préfère faire face à la faim plutôt qu'être avec lui, et lui dit d'arrêter de rêver. L'homme devient furieux, reprochant au protagoniste d'avoir ruiné ses plans avec la femme. Fou de rage, le méchant se jette en avant avec le couperet pour attaquer notre héros et en finir une fois pour toutes. Voyant cela, la streameuse panique et crie au protagoniste de faire attention. L'agente regarde, pensant que c'est l'occasion idéale pour son frère de se débarrasser du type. Mais sans effort, notre héros assène un solide coup de pied à l'agresseur, l'envoyant voler. L'homme traverse une porte en verre, qui se brise à l'impact. Avec un regard froid, le protagoniste déclare que ce n'était pas de sa faute, c'était purement de la légitime défense. La femme est choquée par sa force, réalisant qu'il a terrassé le méchant en un clin d'œil. Imperturbable face à la situation, notre héros lui fait simplement signe de le suivre pour qu'ils puissent continuer leur chemin. L'agente se précipite au secours de son frère, tandis que la streameuse suit le protagoniste hors du bâtiment. Dans les escaliers, elle voit les corps et demande s'il les a éliminés, et le jeune homme répond que c'était de la légitime défense. La streameuse est terrifiée par la scène, réalisant que le jeune homme est bien plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. La femme lui demande de confirmer son emploi, et il répète qu'il n'est qu'un employé. Elle le regarde fixement, se demandant s'il n'est vraiment qu'un simple agent immobilier. En marchant, il explique que son travail principal est d'être un agent de sécurité pour maintenir l'ordre. La streameuse est choquée d'apprendre qu'il est agent de sécurité et demande s'il fait aussi des livraisons. Après sa confirmation, elle éclate de rire, réalisant qu'elle a trouvé un homme très puissant. Notre héros ne comprend pas son rire, se reprochant qu'une fille aussi gentille puisse être aussi bête. Lorsqu'ils arrivent au condominium, l'ancien soldat le salue, disant qu'il commence enfin à comprendre les choses. Le vieil homme le félicite pour avoir interagi avec une jolie fille, ce qui le fait rougir. Il lui murmure ensuite à l'oreille, lui conseillant de profiter de la vie tant qu'il est encore jeune. Le monsieur plaisante, imaginant une version âgée de notre héros essayant sans succès de draguer une fille. Dans son imagination, la jeune femme le repousse, et le vieux lymphane essaie de la conquérir avec son salaire minimum. De retour dans le présent, le protagoniste crie au vieil homme, lui demandant de quoi il parle. À ce moment-là, la mère de Fei appelle le jeune homme à venir manger avec les autres résidents.
Notre héros présente la streameuse à la cuisinière et à sa fille, Feifei, qui sont sur le balcon. La petite fille complimente la beauté de la nouvelle venue, disant que le protagoniste doit beaucoup l'aimer. La streameuse est troublée par le compliment et dit que la petite Fifi est également très mignonne. Ensuite, il la présente au spécialiste réseau et à sa fille, ainsi qu'aux 4 aînés. Le couple âgé complimente le nouveau résident, disant qu'il a d'excellent goût en matière de femmes. Tout le monde s'assoit ensuite pour manger ensemble, et la mère de Feifei sert tout le monde. La table est chargée d'une variété de plats délicieux pour tous les nouveaux résidents. La streameuse complimente la nourriture, et la cuisinière remarque que même pendant l'apocalypse, c'est un bon repas. La femme est émue, pensant qu'elle a fait le bon pari et que notre héros l'a amené au paradis. L'ancien soldat lui demande comment elle gérait son approvisionnement en eau avant, et elle admet qu'elle n'en est pas sûre. Elle explique que l'eau du robinet semblait potable, et bien qu'elle ait eu peur, elle l'a bu et tout allait bien. Un autre résident est surpris car il n'utilisait que l'eau purifiée que le protagoniste avait apportée. L'aîné réfléchit alors que l'eau de l'usine de traitement subit plusieurs processus pour être purifiée. De ce fait, il soupçonne qu'il doit y avoir des survivants à l'usine qui maintiennent le processus de traitement opérationnel. L'autre monsieur est d'accord, craignant que si leur réserve de nourriture s'épuise, ils ne survivront pas. Le protagoniste annonce alors qu'il va vérifier la station, car il en connaît l'emplacement exact. La streameuse exprime son inquiétude, demandant s'il ne serait pas dangereux d'y aller seul. Il la rassure, disant qu'il y va de toute façon car il est essentiel de maintenir l'eau propre. Terminant son repas, le jeune homme annonce qu'il se rend à la station et qu'il fait des courses pour 100 par voyage. Excité par l'opportunité, les autres résidents commencent à passer leurs commandes auprès de notre héros. Le nouveau résident demande s'il est un super soldat, et le vieil homme répond qu'elle devra le découvrir par elle-même. Et ainsi, le protagoniste part pour sa nouvelle mission, se dirigeant vers l'usine de traitement de l'eau. À l'intérieur, un homme chauve est obligé de vivre seul au milieu de la saleté et des ordures. L'administrateur de la station, Wong Kai, est épuisé et semble extrêmement faible. Il se confie ensuite à son chien, disant qu'il ne pense pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Désespéré, l'homme dit qu'il n'est qu'une personne ordinaire et qu'il ne peut tout simplement plus continuer. Mais, il pense aux autres survivants et décide de continuer à se battre pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Soudain, le chien s'élance hors de la pièce et commence à jouer un air joyeux. La sonnerie d'un téléphone portable attaché au chien attire une horde de zombies, qui le poursuivent à travers la station. Depuis la porte, l'administrateur regarde la scène, déplorant son manque de nourriture et de force. Il s'inspire ensuite du courage du chien, décidant qu'il ne peut pas abandonner si facilement. Le chien continue de courir avec le téléphone portable qui sonne, attirant tous les zombies de la station. Mais soudain, le chien s'arrête et grogne, sentant une présence étrange et dangereuse à proximité. Un zombie évolué de type vitesse apparaît devant lui avec un regard affamé et menaçant. La créature commence alors à poursuivre le chien, qui court pour sauver sa vie afin de ne pas être dévoré. Sans nulle part où courir, le chien se recroqueville dans un coin, terrifié par le monstre qui approche. À ce moment, le protagoniste arrive sur son vélo, trouvant le zombie évolué, assez étrange. Il fait ensuite signe au monstre et le salue amicalement, comme si de rien n'était. Le zombie est déconcerté par le comportement du jeune homme et se jette sur lui pour l'attaquer avec ses griffes acérées. Notre héros esquive, demandant à la créature de ne pas être si précipité car il ne veut pas se battre. Il prévient ensuite que s'il est attaqué, il se défendra, et que cela pourrait mal se terminer pour le monstre. D'un seul coup de son épée, il élimine le zombie, gagnant ainsi 3 points de système pour la victoire. Un cristal rougeoyant apparaît alors du corps vaincu du monstre sur le sol de la station. Le protagoniste gronde les restes du zombie, disant qu'il l'avait averti de ne pas l'attaquer si nonchalamment. Le chien s'approche de notre héros et aboie comme pour le remercier de son aide. Le jeune homme caresse le chien et lui demande de le conduire vers les autres survivants. Et ainsi, ils retournent ensemble vers le condominium, le téléphone portable sonnant toujours. Alors qu'il pédale, notre héros donne des coups de pied aux zombies et continue son chemin avec le chien. Il est impressionné par l'intelligence du chien, car il le guide tout en évitant habilement les obstacles. Le chien le conduit ensuite dans une pièce sombre et remplie d'ordures de l'usine de traitement de l'eau. À l'intérieur, le chien commence à marcher encerclé et à aboyer avec excitation pour attirer son attention. Le protagoniste caresse le chien et dit qu'il le suivra partout où il le mènera. Le chien guide ensuite notre héros vers la salle de chloration, où se cache l'administrateur. À l'intérieur, l'homme se lamente d'avoir été découvert et ne sait pas ce qui est arrivé à son chien. Il panique, réalisant que si le chien revient, il n'y aura personne pour lui ouvrir la porte. Soudain, il entend un aboiement et est surpris par le bruit inattendu venant de l'extérieur. Il suppose qu'il a des hallucinations, pensant qu'il est impossible que le chien soit là. Juste à ce moment-là, une voix l'appelle, et il désespère en pensant que son hallucination devient plus forte. La porte est ensuite arrachée de ses gonds avec une force énorme, envoyant des débris voler partout. Le protagoniste entre, se présentant comme un gentil garçon qui cherche juste des survivants. L'homme pleure, convaincu que c'est une hallucination parce que les zombies sont déjà dû faire irruption. Notre héros le réconforte alors,
l'assurant qu'il est en sécurité maintenant et qu'il n'a plus rien à craindre. Submergé par l'émotion, l'homme le serre dans ses bras et pleure de soulagement, enfin sauvé. De retour au condominium, l'administrateur mange un vrai repas, louant la saveur de la nourriture. Les deux petites filles discutent, et l'une d'elles plaisante en disant qu'il est la réincarnation d'une boulette de riz. Le protagoniste demande alors à Féfé pourquoi elle appelle la sœur de l'autre fille alors qu'elle est plus âgée. La petite lui murmure alors à l'oreille que l'autre fille a déjà été complètement domptée. Le chien est confus, car son propriétaire mangeait joyeusement des croquettes avec lui ce matin même. L'administrateur s'excuse, disant qu'il avait tellement faim qu'il a fini par trop manger. La cuisinière le réconforte, disant que pouvoir manger est une bénédiction et qu'il ne devrait pas s'inquiéter. L'ancien soldat le remercie pour son travail à la station, et l'homme dit que c'était simplement son devoir. Le monsieur le félicite alors d'avoir sauvé tout le monde, car l'eau est la ressource la plus précieuse de l'apocalypse. Le protagoniste l'invite alors à emménager dans le condominium, et dit qu'il lui trouvera une place. L'homme est complètement déconcerté par l'offre, ne comprenant pas de quoi parle le jeune homme. L'aîné explique que notre héros est dans le secteur de la location et qu'il est normal de payer pour des services ici. L'administrateur dit qu'il comprend, et pourtant ne comprend pas, la logique de cette communauté. La mère de Féfé lui dit qu'il s'y habituera, et que Monsieur Wong comprend le mieux le protagoniste. Le vieil homme le félicite pour son courage, disant que cela lui fait vraiment apprécier le nouveau résident. Il se souvient alors d'un compagnon de guerre timide qui s'est sacrifié pour sauver tout le monde. À un moment critique, le soldat a fait une course avec une bombe et a fait sauter à lui seul un char ennemi. Le monsieur dit qu'il a réalisé que les gens montrent leur vrai courage quand c'est le plus important. L'administrateur conclut que le vieil homme est une sorte de mentor de vie et l'écoute attentivement. Le protagoniste lui offre un appartement pour 1400 cents par mois et lui demande comment il compte payer. L'homme est embarrassé, admettant qu'il n'a pas d'argent car il ne vaut rien dans l'apocalypse. Le vieux dit alors qu'il paiera le loyer, et que l'administrateur le remboursera avec son salaire. L'homme est perdu, se demandant d'où viendrait son salaire au milieu de la fin du monde. Il change de sujet, demandant au jeune homme s'il sait comment gérer les zombies de la ville. Avec un sourire confiant, le protagoniste dit qu'il est très fort, et tout le monde ici le sait déjà. L'ex-soldat confirme les dires du jeune homme, et l'administrateur regarde, toujours très confus. À cela, les femmes de la communauté acquiescent également, souriant en signe de soutien. Le streamer réfléchit alors qu'il est plus que fort, c'est un monstre absolu. L'administrateur a alors demandé au héros de l'accompagner quotidiennement au poste pour les inspections. Le jeune homme accepte sans problème et dit qu'il se dirige vers sa chambre puisqu'il n'y a rien d'autre à faire. Il a ensuite demandé au monsieur qui était ce jeune homme, et le seigneur répond que lui et tous sont des héros. L'ex-soldat motive tout le monde à travailler ensemble pour améliorer leur communauté pour l'avenir. Pendant ce temps, à la base du désert, les scientifiques poursuivent leurs recherches sur les zombies. Un chercheur signale que les données d'autres bases n'ont montré aucun effet des cristaux. Un scientifique révèle alors qu'un soldat s'est porté volontaire pour une expérience, mais cela n'a pas abouti. Le soldat a commencé un bol de l'intérieur et n'a pas duré plus de 3 minutes pendant le test. Elle conclut que le corps humain ne peut pas supporter le cristal et présente un résumé des types de zombies. Le premier est le type de force, qui peut soulever une voiture de 2 tonnes et est immunisé contre les balles ordinaires. Le deuxième est le type de vitesse, qui peut courir à 150 km/h sans se fatiguer. Le troisième est le type hurleur, qui émet un son de 120 décibels, provoquant douleur et nausée. Le chercheur avertit que si le son atteint 160 décibels, il peut rompre les tympans. Le chef scientifique déplore la situation, se demandant s'il reste un espoir pour l'humanité. Ailleurs dans la ville, plusieurs zombies à l'apparence bizarre errent dans les rues désertes. Depuis une fenêtre, un soldat nommé Guyeong observe la situation extérieure avec des jumelles. Il vit dans son appartement avec 5 autres survivants, une femme enceinte et son mari. Le mari de la femme demande comment ça se passe, et le soldat dit que la situation n'est pas bonne. Il s'enquiert ensuite de sa femme, et l'homme dit qu'elle va mieux mais qu'elle doit bientôt accoucher. Le soldat le réconforte, lui disant de ne pas s'inquiéter, car il est là pour l'aider en cas de besoin. Il est inquiet car l'accouchement pendant l'apocalypse est dangereux et pourrait attirer beaucoup de zombies. Le soldat décide alors de sortir pour chercher des provisions, et son ami propose de l'accompagner. L'homme lui demande d'être prudent, lui disant de fuir s'il rencontre des zombies. Son ami l'avertit de la légende d'un homme avec une épée qui erre dans les rues de la ville. Il explique que tout le monde l'appelle le fantôme immortel de l'apocalypse en raison de sa force et de son courage. Le soldat est confus par l'histoire, ne comprenant pas la combinaison de mots aussi étranges. De retour au condominium, le protagoniste s'occupe de ses tâches quotidiennes de patrouille et de travail. L'ex-soldat le regarde, réfléchissant qu'il est le plus occupé parmi eux et peut-être leur dernier espoir. Le professeur retraité aide les 2 petites filles à résoudre un problème de mathématiques. La mère de Fifi aide la dame âgée dans le jardin, qui est reconnaissante pour la paire de mains supplémentaires. Le streamer s'approche alors du protagoniste, entamant une conversation en marchant. Elle lui demande de ne pas être si formelle avec elle, et le jeune homme acquiesce avec un sourire. Le protagoniste l'appelle alors par un surnom mignon, ce qui la fait rougir.
La femme demande ensuite s'il croit que la ville reviendra à la normale, comme le dit Monsieur Wong. Elle admet qu'avant, elle ne l'aurait pas cru, mais après les avoir rencontrés, elle a maintenant de l'espoir. Le jeune homme sourit, disant qu'elle connaît déjà la réponse et que la foi est tout ce qu'il faut pour réussir. Elle se demande alors pourquoi il travaille pour de l'argent au milieu de l'apocalypse. Il explique qu'il a peur de ne pas pouvoir se réadapter à une vie normale lorsque les choses reviendront à la normale. Avec un sourire, elle lui demande s'il a une petite amie, et le protagoniste répond carrément non. La femme s'offre alors, lui demandant s'il a déjà envisagé de sortir avec quelqu'un, mais il la repousse. Choquée par le rejet, elle reste sans voix, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Il se justifie alors en disant qu'il est encore très jeune, seulement 20 ans. Notre héros dit au revoir, annonçant qu'il part nettoyer les zombies du quartier pour rendre la ville plus sûre. Elle réalise alors qu'il a l'ambition de nettoyer toute la ville et admire sa clairvoyance. Au loin, l'influenceuse Su Xiaoxiao observe notre héros depuis la fenêtre d'un café abandonné. Elle se demande pourquoi il n'a pas peur des zombies et s'il connaît un moyen de les éviter. Le protagoniste la repère et explique en termes simples que les problèmes mentaux sont difficiles à traiter avec seulement des médicaments. Il décide alors de nettoyer les zombies des magasins voisins pour aider à la guérison de la femme. Depuis sa fenêtre, l'influenceuse panique quand elle le voit dégainer son épée, pensant qu'il est sur le point de l'attaquer. Notre héros se souvient de la promesse qu'il a faite et décide qu'il doit lui offrir un sourire chaque jour. Il affiche alors un large sourire terrifiant en direction de la femme qu'il observe de loin. La femme est tellement effrayée par son sourire qu'elle tombe à la renverse, certaine qu'il a de mauvaises intentions. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.